Aujourd'hui, on parle de lutte au changement climatique. On sait, l'appui du public aux enjeux environnementaux suit le rythme de l'économie. Quand tout va bien, c'est plutôt facile de se mobiliser pour la planète. Mais dès que le portefeuille se serre, comme c'est le cas en ce moment, les préoccupations environnementales ont tendance à passer au deuxième plan. Mais ce soutien, il fluctue aussi selon ce que font les autres. Les autres, c'est les autres provinces canadiennes qui ont abandonné la taxe carbone cette année. On s'est alors demandé ici, au Québec, pourquoi nous, on devrait continuer de payer un prix sur le carbone. Les autres, c'est aussi les États-Unis qui ont fait marche arrière sur des normes environnementales. On se demande alors si nos entreprises ne seraient pas désavantagées par notre propre législation. La question qui se pose alors, c'est pourquoi le Québec devrait-il continuer à faire des efforts si personne n'en fait autour de lui? La réalité, c'est que le contexte a changé, mais pas les engagements du Québec. Si on retourne en arrière, en 2015, le Québec s'est donné pour cible de réduire ses émissions de 37,5% par rapport au niveau de 1990. En 2020, il est même allé plus loin en promettant de devenir carboneutre avant 2050. Malheureusement, même si on réussit à réduire nos émissions de gaz à effet de serre, on est loin d'atteindre ces objectifs. Les analyses qu'on a faites à l'Institut du Québec montrent qu'elles ne diminueront probablement que de 13% d'ici 2030. À l'origine, l'idée, c'était de faire d'une pierre deux coups, décarboner tout en profitant de nouvelles occasions d'affaires. Et le Québec comptait sur ses atouts, hydroélectricité, accès privilégié au marché américain pour capter une partie de cette nouvelle économie verte mondiale. Mais le contexte économique a changé depuis l'élection de Donald Trump. Tout l'environnement d'affaires s'est assombri. Sa guerre commerciale a créé un climat d'incertitude suffisant pour ralentir les investissements. Les coupes fiscales et réglementaires ont affaibli l'attrait du Québec comme destination d'investissement. Et sa croisade contre les critères ESG a refroidi bien des entreprises québécoises actives aux États-Unis. Tout ça soulève une interrogation plus large. Est-ce vraiment la fin de la lutte contre les changements climatiques? Pour y voir plus clair, j'ai invité aujourd'hui Charles Séguin, professeur agrégé à l'UQAM et spécialiste des enjeux environnementaux. Bonjour Charles. Bonjour Emna. Aujourd'hui, on parle de lutte au changement climatique. On a un peu l'impression que dans le contexte actuel, avec un certain, désamour pour les efforts de lutte au changement climatique, on voit encore plus clairement qu'il y a peut-être un peu trois visions qui s'opposent. La vision de se dire, il faut absolument éviter d'émettre davantage de gaz à effet de serre, au risque de nuire ou d'avoir un niveau de vie moindre. Il faut faire des concessions, il faut faire des sacrifices. Une autre vision qui se dit, oui, il faut peut-être lutter contre les changements climatiques, mais en essayant d'éviter de faire mal à l'économie. Et parfois, on a même une vision complètement autre qui dit, non, en fait, cette nouvelle économie verte, cette nouvelle économie sobre en carbone, c'est une mine d'or avec beaucoup d'opportunités d'affaires pour nos entreprises. Comment tu dirais qu'on se place actuellement? Il y a une situation contextuelle où l'économie a eu un peu de difficulté. D'abord avec la pandémie, puis après ça, au sortir de la pandémie, il y a eu beaucoup d'inflation. Les gens ont senti leur pouvoir d'achat diminuer. Ils se sont sentis plus contraints dans leurs opportunités. Fait que ça, c'est un classique qu'on observe tout le temps, c'est qu'à chaque fois qu'il y a des ralentissements économiques, les priorités environnementales prennent du recul dans la population. Ça, c'est vrai au Québec, c'est vrai au Canada, mais c'est vrai partout à travers le monde. Donc, je pense que c'est important de garder ça en tête, de ne pas imaginer qu'on pourra avoir une politique de lutte au changement climatique qui ne sera pas couplée avec une certaine croissance économique parce qu'il n'y aura pas de soutien à ce moment-là de la part des populations. Puis donc, les gens vont aller à contre-courant. C'est ça, pour bien comprendre, ce qu'on veut, c'est on se dit, il faut qu'on ait une économie qui soit florissante ou qui soit en croissance pour permettre de s'offrir ou de faire accepter, en tout cas, des... C'est les deux, je pense. Il y a une acceptation du côté de la population. Les gens veulent sentir que leurs conditions de vie s'améliorent. Puis, évidemment, les changements climatiques qu'on subit, ça affecte leurs conditions de vie. Donc, c'est pour ça qu'on veut lutter contre les émissions de gaz à effet de serre pour pas qu'on continue à vivre des épisodes de feu comme on est en train de vivre cet été, par exemple, ou des canicules. Il va y en avoir, mais on pourrait en éviter certaines en luttant plus efficacement. Mais ça, c'est juste une partie du bien-être des gens. Il y a aussi des opportunités économiques qui sont importantes au bien-être. Puis clairement, on le voit qu'il n'y a pas de support pour des politiques radicales s'il n'y a pas d'opportunités économiques. Puis il y a quand même de l'espoir, à mon sens, de ce côté-là, parce que si on prend une trajectoire à une vue un peu plus longue, si on regarde par exemple ce qui s'est passé au Québec entre 1990 et aujourd'hui, le PIB a augmenté de 90 %, puis les émissions de gaz à effet de serre ont diminué de 7 %.
Ça veut dire, en termes d'émissions par dollar de PIB, on a divisé par 2 sur 35 ans l'intensité de nos émissions. C'est sûr qu'on voudrait avoir davantage de réductions, puis plus on va avancer dans les réductions, plus les réductions vont devenir demandantes, mais on a quand même fait beaucoup de chemin en termes de développement économique tout en diminuant les émissions. Plante-nous un peu le décor. Actuellement, au Québec, c'est quoi les gros morceaux qu'on a mis en place pour lutter contre les changements climatiques? C'est quoi les principales mesures? Tu parlais de mesures radicales. Est-ce qu'on a des mesures radicales, des mesures plus soft pour lutter contre les changements climatiques? Oui, ça dépend, j'imagine que ça dépend des points de vue, si les mesures sont radicales ou pas. Ce qui est important, c'est d'avoir un éventail de mesures. Puis, on en a un éventail en ce moment. Peut-être que toutes ne fonctionnent pas aussi bien les unes que les autres. Là, je travaille dans un projet qui documente les différentes mesures de réduction des émissions à travers le Canada. Puis au Québec, juste pour la réduction des émissions, il y a 44 politiques provinciales. Puis si on rajoute à ça les politiques fédérales, il y en a une centaine de plus. Alors, donc, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont faites. Donc, est-ce qu'on a des exemples de ces choses-là? Évidemment, ce qui est peut-être le plus saillant, ce qui a été beaucoup dans les débats, c'est la tarification. Est-ce qu'on met des mesures punitives comme des taxes pour changer certains comportements? Puis au Québec, ce qu'on a fait, c'est on est allé avec un système de plafonnement et d'échange. On a mis un plafond sur les émissions. On a dit aux entreprises qui sont associées à ces émissions-là, les émetteurs industriels, les distributeurs de combustibles fossiles, il faut que vous achetiez des permis. Puis le coût de ces permis-là, vous allez le refiler aux consommateurs de vos produits pour les inciter à moins consommer de ces produits-là. Donc, c'est une forme de tarification. Puis, ça a eu des impacts un peu hétérogènes. C'est-à-dire, cette tarification-là s'est révélée très efficace dans le secteur industriel. Les émissions du secteur industriel ont beaucoup baissé au Québec, 27 de diminution comparé à la moyenne de 7 Donc, ça a beaucoup plus baissé dans le secteur industriel. Puis, dans le secteur des biens qui sont plus reliés à la consommation, comme par exemple les transports, là, ça a beaucoup moins baissé. Parce que le système de plafonnement au Québec, juste pour qu'on comprenne bien, c'est que c'est les entreprises qui payent ces droits d'émission. La facture est refilée au consommateur, qui est souvent une autre entreprise. Mais nous, comme citoyens, ce qu'on va sentir dans ces droits d'émission, comment on le sent, nous, dans notre portefeuille au Québec? Oui, le point le plus saillant, c'est évidemment le prix de l'essence. Et donc, tous les distributeurs de combustibles fossiles, il y en a peut-être une vingtaine au Québec qui sont significatifs, achètent les droits, puis ça se reflète selon les prix là, qu'on a observés récemment par à peu près un impact d'une dizaine de cents sur le litre d'essence. Fait que le litre d'essence coûte 10 cents plus cher, le litre, avec cette politique-là qui coûterait sans cette politique-là. Puis là, évidemment, c'est au consommateur à décider s'ils réagissent à cette variation de prix-là. Évidemment, il y a beaucoup d'autres éléments qui affectent le prix de l'essence. Puis récemment, le prix de l'essence a été un petit peu à la baisse à cause de différents facteurs géopolitiques, de la géopolitique mondiale. Il y avait eu une grosse hausse au début de la guerre avec l'Ukraine. Puis là, les systèmes d'approvisionnement se sont réorganisés, puis on a eu une baisse. Fait que peut-être les gens ne l'ont pas senti autant, bien que avec l'élimination récente de la taxe fédérale, qui joue un peu le même rôle, qui était à un niveau plus élevé en termes d'impact sur le prix de l'essence. On parlait plus de presque une vingtaine de cents le litre. Les gens ont senti une certaine iniquité. On dit là, pourquoi le prix baisse dans le reste du Canada, le prix ne baisse pas au Québec, mais bon. Les gens ne sentaient pas une iniquité quand c'était le Québec qui était avantagé, quand on payait moins cher notre taxe sur le carbone que dans le reste du Canada. Là, depuis quelques mois, c'est l'inverse. Donc ça, c'est l'impact direct le plus visible, cela. Mais évidemment, il y a toutes sortes d'impacts indirects, parce que la plupart des transactions, comme tu le disais, ça se fait en des entreprises. Donc, si je suis une cimenterie, si je suis une aluminerie, si je suis une papetière, ben là, je dois déclarer mes émissions de gaz à effet de serre, je dois avoir des droits pour les couvrir. Il y a une limite. Si jamais je performe bien, je peux vendre mon surplus de droits à une autre entreprise. Donc, ça me donne des incitatifs à développer des nouvelles technologies. Donc, à ce moment-là, ceux qui vont venir acheter
mon ciment, mon aluminium, mon carton, ben, eux, ils vont avoir des coûts plus élevés, puis ils vont avoir des incitatifs à peut-être trouver des façons de faire qui sont plus économes en matières premières, plus économes en ciment, plus économes en aluminium, en carton, ou plus de recyclage, par exemple, dans le cas de l'aluminium. Et puis ça, c'est des choses auxquelles les entreprises sont très sensibles parce que ça affecte leurs profits. Donc, ils réfléchissent vraiment en continu à comment gérer ces choses-là. Tous les gros émetteurs ont des professionnels qui sont responsables de suivre leurs émissions puis de penser à des stratégies pour optimiser le niveau de leurs émissions par rapport à la production. Fait que j'ai l'impression qu'une partie de la raison pour laquelle ça a mieux fonctionné dans le secteur industriel, c'est que les entreprises ont attaqué cette question-là de façon plus sérieuse que le consommateur, pour qui c'était peut-être plus diffus. On est plus sensible parce qu'on voit finalement la ligne de marge bénéficiaire Exact. à chaque mois, à chaque Exact. semaine comme entreprise, alors que comme ménage, ben, peut-être qu'on le remarque pas Exact. tellement, Puis il y a des fluctuations. Puis en termes tu sais, les entreprises ont beaucoup l'habitude de raisonner en termes de pourcentage de leurs profits, mais souvent dans la plupart des secteurs, les profits, c'est une très petite part des revenus. Donc, l'impact du marché du carbone sur les profits peut être significatif. Mais alors que pour les consommateurs, on pense souvent à la part de nos dépenses dans nos revenus. Puis c'est sûr que le 10 cents d'extra sur le litre d'essence, mais ça ne fait pas un gros impact sur l'ensemble de nos dépenses dans toute l'année. Tu parles du prix de l'essence, mais justement, c'est un des enjeux qui se cristallise souvent dans l'espace public. Quand les autres provinces canadiennes ont abandonné la taxe carbone, on s'est demandé ici au Québec, est-ce que ça valait encore le coup que nous, on fasse des efforts et qu'on paye plus cher le gaz si les autres ne le faisaient pas? Mais je pense que ça pose une question plus large de savoir quelles sont les mesures qui fonctionnent réellement pour réduire les gaz à effet de serre. Puis pour être vraiment juste dans la réponse, j'aimerais ça que tu nous expliques un peu dans quelle mesure, si on prend le système de plafonnement et d'échange, donc le système de tarification de carbone qu'on a au Québec, dans quelle mesure est-ce qu'on voit que ça fait changer les comportements des individus comme toi et moi ou les entreprises? Et peut-être dans un deuxième temps, dans quelle mesure ça permet de réduire les gaz à effet de serre? Un peu de voir ces deux étapes de résultats. C'est pas une question à laquelle il est facile de répondre parce que il y a beaucoup de choses qui affectent les émissions de gaz à effet de serre. À peu près tout ce qui se passe dans l'activité économique va avoir un impact sur les émissions de gaz à effet de serre. On l'a vu dans la pandémie, les mesures qui ont été mises en place de confinement ont eu un gros impact sur le niveau des émissions. On a réduit les émissions à ce moment-là. On a réduit les émissions. Je sais pas si pas l'impression que c'est des choses qu'on accepterait de faire sur Non. le long terme pour réduire les émissions, mais on a vu que en changeant les comportements, notamment dans les déplacements, les émissions ont été beaucoup réduites. Puis donc ça, c'est des choses à court terme. C'est un exemple d'impact à court terme, mais il y a aussi des impacts à long terme. Il y a la transformation du parc automobile, la transformation des systèmes de chauffage, de l'isolation des bâtiments. Ça, c'est des choses qui prennent plus de temps à mesurer. Donc, même si on a mis des mesures, par exemple, pour qu'il y ait plus de voitures électriques, c'est pas quelque chose qu'on pourrait vraiment voir actuellement. Ben, ça, on l'observe quand même déjà où il y a eu un accroissement significatif du parc de voitures électriques, en particulier dans les provinces qui avaient les mesures les plus agressives, puis les prix sur l'électricité qui étaient les plus faibles. Donc, c'était au Québec et en Colombie-Britannique. Puis en plus, bon, ça, c'est vraiment pour l'évaluation des politiques ponctuelles, les variations importantes qu'on a eues dans ces politiques-là au début de l'année 2025 permettent vraiment d'essayer d'en mesurer l'impact. Donc, le gouvernement du Québec a suspendu sa subvention pour une période de 3 mois. Après ça, il a diminué le niveau, il a ramené la subvention, mais à un niveau diminué. C'est passé de 7 000 à 4 000 $. Le gouvernement fédéral, lui, avait sa subvention de 5 000 $ qui, très soudainement, on a annoncé que les fonds étaient épuisés, puis d'un jour à l'autre, il n'y avait plus de subvention. Fait qu'on peut voir un peu avec ces épisodes-là quel est l'impact réel de la politique. Mais il reste qu'après ça, l'impact sur les émissions de gaz à effet de serre, c'est toujours à considérer comme un contrefactuel par rapport à ce qu'auraient été les émissions en l'absence de cette politique. Donc, si on n'avait pas vendu ces véhicules électriques, quels véhicules thermiques on aurait vendu, quelle aurait été leur utilisation, quelles auraient été les émissions dans ce scénario contrefactuel. Mais on est quand même capable de
étudier ces choses-là, puis de trouver l'impact des politiques, surtout dans les juridictions où ils étaient en place pendant le plus longtemps. Donc, c'est sûr que la taxe fédérale, elle n'a pas été en place très longtemps, de 2019 à 2025. Donc, elle a été un peu moins de 5 ans en place et un peu moins de 6 ans. Ça va être difficile de voir des gros impacts de cette politique-là. Par contre, les tarifications comme en Colombie-Britannique, qui a été annulée cette année, mais qui était en place depuis 2007, ben là, on a une longue période pour voir les impacts. Fait qu'on a vu que ça a amené à une réduction des émissions, mais encore une fois, c'est ce qu'on observe à peu près partout à travers le monde dans ces systèmes de tarification, c'est que c'est très efficace la tarification, mais surtout dans les secteurs où les entreprises sont touchées, puis en particulier le secteur industriel. Les consommateurs répondent plus lentement que les entreprises à ce niveau-là. C'est pour ça que c'est important d'avoir des mesures complémentaires. On dit, il y a un article récent dans Climate Policy qui montre que c'est un mix de politiques d'atténuation qui donne les meilleurs résultats. Avoir des politiques de tarification combinées avec des politiques réglementaires, donc comme par exemple, on a des politiques sur mélanger du biocarburant dans l'essence pour les gens qui continuent à se déplacer avec des véhicules à essence. Ben là, le fait qu'il y ait de 5 à 10 d'éthanol, par exemple, dans l'essence, ben ça réduit les émissions de chaque litre d'essence. Mais ça, c'est vraiment une obligation au Québec que les distributeurs ont de combustible. Fait que ça vient au niveau de la réglementation. Là où la réglementation complémentaire la plus importante, c'est quand on fait des subventions. On observe vraiment que les impacts des subventions ont du succès s'ils viennent être complémentés avec la réglementation. Fait qu'on a beaucoup de subventions, par exemple, dans le domaine du bâtiment. Remplacer son système de chauffage, installer des thermopompes, installer des meilleures fenêtres, refaire son isolation. Il y a beaucoup de subventions gouvernementales de ce côté-là. Ça, c'est des choses positives parce que souvent, c'est des gros investissements ponctuels qui vont payer à travers le temps en réduction de coûts de consommation d'énergie. Mais ce n'est pas tout le monde qui a les reins financiers pour faire ces choses-là. C'est là que le gouvernement peut venir aider avec ses subventions. Mais on voit que les taux d'adoption de ces choses-là, quand il y a juste des subventions, sont souvent décevants. Exactement. Les consommateurs ne vont pas chercher les subventions autant que le gouvernement aurait voulu. Donc, il faut amener d'autres éléments, comme par exemple dans le chauffage, ben là, il y a eu l'interdiction de remplacer les systèmes au mazout, par exemple. Donc là, si tu as un système au mazout qui arrive en fin de vie, tu vas être obligé de le remplacer par d'autres choses. Puis il y a des subventions après ça pour aider avec d'autres choses. Donc, il y a une combinaison d'incitatifs financiers, mais aussi avec de la réglementation. C'est quand on peut mettre les deux ensemble qu'on obtient les meilleurs résultats. Parce qu'au final, ce que tu dis, c'est bon, il y a un peu les 3 gros morceaux de type de mesures qu'on peut mettre en place. Il y a l'aspect de tarification. Donc, l'idée, c'est que finalement, émettre des gaz à effet de serre, ben, ça a un coût, alors qu'actuellement, ça n'en a pas. Donc, c'est de l'interniser dans mes coûts en tant qu'entreprise ou en tant que personne. Tu as les subventions où on te paye pour que tu fasses quelque chose, que ce soit acheter une voiture électrique ou installer une thermopompe. Et puis, il y a vraiment la réglementation. Tu n'as tout simplement pas le droit de faire d'utiliser certains produits ou de mettre en place certains systèmes qui sont tout simplement trop polluants. Donc, on ne veut pas te subventionner ni mettre un prix. On l'interdit tout simplement. Exact. Donc, il y a des interdictions ou dans la réglementation, des fois, il y a aussi des normes. Donc, il y a la façon dont les produits vont être conçus ou il y avait l'exemple de l'essence avec le mélange avec de l'éthanol. Fait que des fois, c'est pas de complètement interdire certains produits, mais de juste changer les paramètres avec lesquels ils sont produits ou ils sont utilisés. Et en tant qu'économiste, c'est sûr que tout ce qui est les mécanismes de prix, c'est quelque chose que nous, on trouve ça génial. C'est très élégant parce que l'idée, c'est de dire, ben, ça coûte rien, a priori, un gouvernement à mettre en place, contrairement à des subventions qui peuvent être coûteuses. Oui. Donc, par exemple, si on veut réduire notre consommation d'électricité pour permettre d'avoir de l'électricité pour décarboner, par exemple, au Québec, ben, on peut, oui, subventionner des entreprises ou des Québécois pour qu'ils utilisent des technologies plus propres, mais on peut aussi s'assurer que ça coûte plus cher de consommer cette électricité. Oui. Ou qu'on parle davantage de gaz à effet de serre, que ça coûte plus cher d'acheter de l'essence, qui est un produit qui est polluant.
Par contre, l'expérience canadienne, elle nous montre que finalement, euh, un- une politique publique qui avait été beaucoup documentée comme étant quelque chose d'extrêmement efficace et qui aura un impact important, on voit que, en fait, l'adhésion du public a été de courte durée. Qu'est-ce qui a capoté? Oui, oui, il y a d'autres considérations que les gens ont que des considérations purement économiques, mais ce que tu décrivais comme les tensions entre les mécanismes de taxes et de subventions, on les a bien vus dans les derniers temps. Parce que contrairement au domaine du bâtiment, où des fois les programmes de subvention n'étaient pas toujours populaires, dans le domaine de la voiture, les subventions ont été très populaires. Les gens en ont beaucoup profité, puis c'est ce qui a amené le gouvernement provincial à suspendre le programme temporairement, à diminuer son niveau, puis à annoncer que graduellement, il allait être éliminé à l'horizon 2027, je crois. Et au gouvernement fédéral, lui, a complètement annulé son programme parce que c'était trop coûteux pour les finances publiques. Les programmes de taxation, ils n'ont pas ce désavantage-là pour le gouvernement parce que ils finissent par amener des revenus, puis c'est au gouvernement à voir qu'est-ce qu'il va faire avec ces revenus-là. Mais il y a quand même un aspect redistributif pour les citoyens. Puis peut-être nous expliquer au fédéral comment ça fonctionnait, cet aspect de qu'est-ce qu'on faisait avec l'argent au fédéral et au Québec. Oui, c'était très différent. Puis ça illustre qu'il y avait des considérations autres que purement économiques. Parce que dès le départ, le programme fédéral, qui lui a été conçu plus tard que le programme québécois, il avait en tête les enjeux redistributifs. Il savait que pas tout le monde paye la même part de son revenu pour des produits qui génèrent des émissions de gaz à effet de serre, que peut-être des ménages à plus faible revenu pourraient être proportionnellement plus affectés que des ménages à plus haut revenu. Fait qu'on a dit, OK, on va offrir une compensation, mais pour offrir cette compensation, il faut d'une certaine façon que la compensation soit pas liée à ta création de gaz à effet de serre, sinon ça défait le but du programme. Le but du programme, c'est que tu sentes que ça te coûte plus cher quand tu achètes des produits qui génèrent des gaz à effet de serre. Fait que si on te rembourse en fonction de ta consommation, ben tu sens plus vraiment la pression. Si on te rembourse parce que tu as une grosse voiture qui consomme beaucoup, ben, il n'y a plus aucun intérêt d'avoir une taxe carbone. Je vais continuer à... Donc, pour éviter cet enjeu-là, ce que le gouvernement fédéral a fait, c'est d'offrir un remboursement qui est indépendant de la consommation, c'est-à-dire un remboursement pareil pour tous les individus. Alors, donc, à peu près 90% des revenus qui étaient récoltés par la taxe étaient redistribués de façon égale à toutes les personnes sur une base provinciale. Donc, les revenus étaient calculés province par province, puis selon la province, les gens recevaient un transfert du gouvernement fédéral de façon trimestrielle pour leur part des revenus. Puis ça a été très bien étudié par le directeur parlementaire du budget, puis a montré que cette politique-là était très progressive en termes de taxation. C'est-à-dire que les 60%, disons, si je prends l'exemple de l'Ontario, qui est la plus grosse juridiction canadienne, la plus similaire au Québec probablement, les 60% des ménages avec les plus faibles revenus recevaient plus en transfert que ce qu'ils payaient en taxe carbone. Le 60 à 80%, c'était à peu près égal. Puis le seul quintile de revenus qui payait davantage en taxes que ce qu'il recevait en transfert, c'était le quintile le plus riche. Donc, les 20% les plus riches. Donc, c'était une mesure qui était très progressive en termes de redistribution de revenus, mais c'est pas comme ça que les gens l'ont perçu. Donc ça, il y avait un enjeu de communication, peut-être un enjeu politique à présenter la mesure qui faisait en sorte que les gens ne voyaient pas le lien entre la politique et l'argent qu'ils recevaient. Alors d'abord, le premier problème qu'il y avait, c'est que le dépôt direct que les gens recevaient avait un nom très bureaucratique où on ne pouvait pas comprendre que c'était lié à la taxation sur le carbone. Fait que pas tout le monde suit l'activité de son compte de banque au jour le jour. Des fois, il y a certains transferts gouvernementaux. Tu dis, il y a dû avoir une case que j'ai cochée dans mon rapport d'impôt, puis il m'envoie de l'argent. Je sais pas trop. Prends, mais je sais pas exactement effectivement, mais je sais pas trop c'est pour quelle raison. Puis les gens recevaient souvent le transfert moyen, par exemple en Ontario, c'était plusieurs centaines de dollars par année, donc peut-être 100 à 200 dollars à tous les 3 mois qu'une personne pouvait recevoir, mais
pour la plupart des gens, c'était pas clair que c'était lié à ça. Fait qu'il y avait cet enjeu-là. Puis l'autre enjeu qu'il y a, évidemment, c'est euh, la saillance du prix de l'essence. C'est dit pour... Quand tu dis la saillance, ça veut dire... Ça veut dire que c'est un prix qui est très visible. Okay? C'est un prix qui est affiché partout en ville. Tout le monde est au courant du prix de l'essence. Si je demande à n'importe qui sur la rue, c'est quoi à peu près le prix de l'essence, probablement tout le monde s'est dit « Ah oui, peut-être je l'ai vu ce matin, c'est-tu 1,60, 1,70 ». Tout le monde va être à plus ou moins 10% du vrai prix. Si je demande à quelqu'un c'est quoi le prix de l'électricité, personne n'a aucune idée. Combien coûte un kilowattheure d'électricité? Les gens ne savent pas si c'est 5 cents, 5 piastres, 100 piastres. Les gens n'ont aucune idée. Fait que le prix de l'essence, par le fait qu'on en met régulièrement, le prix est affiché, il faut faire un effort, c'est pas automatique comme, par exemple, notre consommation d'électricité, où probablement on a un paiement direct avec Hydro-Québec, puis on voit pas vraiment le prix qu'on paye pour chacun des kilowattheures. Fait qu'il y a un aspect que c'est un prix qui est très visible, auquel les gens sont très sensibles. Puis les études ont montré que les gens, disons, surréagissent à certaines variations du prix de l'essence. Par exemple, en Colombie-Britannique, avec la taxe sur l'essence, ils disaient qu'elle a été particulièrement efficace parce que les gens ont comme plus réagi à une augmentation du prix de l'essence si ça venait de la taxe carbone que si ça venait d'un conflit au Moyen-Orient. Puis, en réalité, si tout ce qui t'importe, c'est le prix de l'essence, que le prix monte parce qu'il y a un conflit au Moyen-Orient ou parce que c'est une taxe carbone, tu devrais réagir de la même façon. Les gens avaient fait plus facilement le lien entre cette politique-là et le prix de l'essence qui avait augmenté. Peut-être. Ou les gens, je ne sais pas s'ils étaient plus fâchés de payer plus cher parce que c'était une taxe par rapport à ce que c'était un conflit géopolitique sur lequel on trouve qu'on n'a pas de contrôle, donc on peut juste accepter la situation comme elle est. Il y a ça. Puis, les études ont même montré que ceux qui ont vécu, par exemple, le choc pétrolier des années 70, c'est des gens qui étaient beaucoup plus prudents dans leur consommation d'essence 20-30 ans plus tard. Donc, dans les années 2000, les gens qui étaient des jeunes conducteurs, quand le choc pétrolier est arrivé, puis il y avait du rationnement, puis il fallait faire la file à la station-service, ben, eux, ça les a marqués, puis ça reste dans leur comportement. On peut le voir dans leur consommation encore 30 ans plus tard. Fait qu'il y a quelque chose avec le prix de l'essence auquel les gens... Qui nous marque, exactement. Puis les gens, apparemment, sont... Je ne sais pas si les gens avaient compris toutes les implications, mais l'annulation par le gouvernement fédéral de sa tarification carbone, ça fait en sorte que pour les Ontariens, par exemple, 60% des gens ont perdu de ça. Puis les seuls qui ont gagné, c'est les 20% les plus riches, mais tout le monde était content, apparemment. Donc, tu es prêt à être plus pauvre si tu payes moins cher ton essence. Et au Québec, donc ce prix-là ou cet impact-là sur l'essence, il est plus faible. Ça touche davantage les entreprises. Mais qu'est-ce qu'on fait avec cet argent? Oui, c'est ça. Donc, au Québec, on a fait un choix différent sur l'utilisation des revenus. Puis, une des raisons, selon moi, pour ça, c'est le moment où la politique a été réfléchie et mise en place, c'est-à-dire pratiquement une dizaine d'années avant la politique fédérale, où les niveaux de prix sur le carbone étaient beaucoup plus bas, fait que les enjeux redistributifs étaient moins saillants. Il n'y avait pas une manne d'argent qu'on savait qu'elle allait venir. C'était des faibles revenus qu'on espérait. On l'anticipait, mais ça allait être plus tard, puis on allait peut-être pouvoir toujours s'ajuster plus tard. Fait qu'on a fait une approche différente. C'est peut-être aussi un peu culturel, parce que en général, au Québec, on a des plus hauts niveaux de taxation que dans le reste du Canada. On accepte un État peut-être un petit peu plus gros qui joue un rôle un peu plus important dans la société qu'il ne le joue. Donc, on n'a pas pensé directement à redistribuer aux gens. On s'est dit, on va utiliser cet argent pour faire autre chose. On n'a pas pensé à redistribuer directement aux gens. On s'est dit, on va utiliser la tarification carbone comme une arme à double tranchant ou pour faire d'une pierre deux coups. Okay? C'est-à-dire, d'un côté, on va jouer sur les prix, on va inciter les entreprises, les consommateurs à modifier leur comportement parce que certains produits vont coûter plus cher. Mais de l'autre côté, on va générer des revenus qu'on va pouvoir utiliser pour ces programmes de subvention, pour cette surveillance qu'on va devoir faire pour la réglementation. On va devoir aller mesurer des niveaux d'éthanol dans l'essence. On va devoir aller surveiller que des gens n'installent pas des systèmes au mazout qui sont interdits. On s'est dit, on va profiter d'avoir cette source de revenus-là pour financer nos programmes de subvention, pour financer nos programmes de réglementation.
et aussi pour faire de l'adaptation. Parce qu'il ne faut pas oublier, là, on se concentre surtout sur la diminution des émissions de gaz à effet de serre, mais l'enjeu des changements climatiques, c'est il y a déjà des changements climatiques, il faut adapter nos infrastructures. Fait qu'on s'est dit, on va utiliser une partie de l'argent aussi pour l'adaptation. Fait qu'en termes de lutte au changement climatique, l'approche québécoise est vraiment super parce que on envoie un signal de prix, puis en plus, on génère du revenu pour avoir des programmes complémentaires que on ne le savait pas encore en 2012 quand le programme a commencé, mais depuis, là, on a vu que c'était important les programmes complémentaires pour venir combler les lacunes de la tarification uniquement et pour financer notre réglementation, éviter d'avoir des trous dans la surveillance. Mais par contre, ça fait en sorte que quand on arrive dans des périodes comme ce qu'on a connu récemment, où les gens ont connu beaucoup d'inflation, sentent que leur pouvoir d'achat a diminué, la croissance économique est plus faible, les aspects redistributifs deviennent plus saillants. Puis là, on se dit, OK, on paye toutes ces sommes-là, parce que là, c'est quand même, au niveau du Québec, c'est plus d'1 milliard de dollars annuellement qui est généré par la vente de ces droits d'émission-là. On dit, OK, on paye ce milliard, ou les entreprises payent, puis après ça, indirectement, les consommateurs payent par la suite, ce milliard de dollars-là à chaque année. Est-ce qu'on en a pour notre argent? Est-ce qu'on ne devrait pas faire d'autres choses avec cet argent-là? Puis, je pense qu'il y a des questions légitimes. Je pense qu'à un certain point, le gouvernement va devoir se poser la question de la redistribution puis voir si une partie des fonds qui sont générés ne devraient pas aller à des mesures pour atténuer les impacts sur les personnes qui sont le plus vulnérables, le plus affectées par cette tarification-là. Parce que la grogne est probablement moins importante au Québec par rapport au système de plafonnement et d'échange qu'elle l'était pour la taxe carbone au niveau fédéral, mais quand même, le fait que nos voisins abandonnent cette mesure et que même nos voisins du Sud aux États-Unis sont peut-être moins friands de mesures environnementales, qu'est-ce que ça pourrait avoir comme impact sur les efforts du Québec? Parce qu'on est, souvent c'est ce qu'on dit, on est un petit poisson dans l'eau, donc dans quelle mesure est-ce que ça vaut le coup pour nous de faire des efforts si nos voisins en font moins? Oh, effectivement, ça c'est le gros enjeu de la coopération internationale, c'est-à-dire à part peut-être pour les plus gros émetteurs que sont la Chine, les États-Unis puis l'Union européenne, il n'y a à peu près aucun pays qui peut vraiment avoir un impact significatif sur le climat par lui-même. Tu veux dire que les efforts que chaque pays individuellement va faire va pas vraiment changer la Si donne? le pays était seul à faire ses efforts, donc par exemple au Québec, au Canada, c'est moins de 2% des émissions mondiales. Au Québec, c'est moins de 2/10 de 1% des émissions mondiales. Fait que c'est sûr que si demain matin, par magie, au Québec, on faisait 0 émission, on verrait aucun impact sur le climat. L'important, c'est de faire ça en collaboration avec les autres. Puis quand les autres réduisent leurs efforts, ben ça nous pose la question, est-ce qu'on est en train de faire ça seul? C'est sûr que les États-Unis, c'est un gros joueur, puis ils reculent un petit peu. On va voir qu'est-ce qui va se passer avec leurs émissions. C'est sûr que depuis les 10 dernières années, les États-Unis avaient quand même assez bien fait en termes de réduction de leurs émissions, en particulier grâce à la révolution du gaz de schiste aux États-Unis qui a vraiment tout déplacé l'industrie du charbon. Je sais que le président actuel aime beaucoup l'industrie du charbon, mais il y a peu d'espoir pour l'industrie du charbon parce que le gaz naturel est abondant à faible prix aux États-Unis. Ça laisse pas de chance au charbon qui émet beaucoup plus de gaz à effet de serre par, disons, kilowattheure produit, par exemple, on est dans le secteur de l'électricité. Fait que les États-Unis avaient quand même bien fait. Là, ça va sans doute moins bien se passer dans les prochaines années, mais il reste que c'est des problèmes qui sont à long terme. Là, on est peut-être seulement dans un interlude où les choses vont moins bien aller aux États-Unis. Qu'est-ce qui va se passer par la suite? Est-ce que la direction qui va être imprimée va rester? Parce que c'est le gros enjeu, c'est que beaucoup des investissements qui sont à faire, les entreprises, c'est des joueurs importants, puis c'est eux qui sont certains sens, les entreprises et les individus, c'est eux qui sont le mieux placés parce qu'ils connaissent mieux les contraintes auxquelles ils font face, ils connaissent mieux leurs besoins. Puis il y a beaucoup de ces choses-là, c'est des investissements dans des biens durables, c'est des choses qui vont rapporter à long terme. Mais si les politiques sont tout le temps en train de changer, les gens vont être inquiets, même quand on va mettre en place des nouvelles politiques dans le futur, on dit oui, mais est-ce que ça va durer?
Il faut fournir à l'économie une certaine certitude réglementaire. Si on est toujours en train de changer les politiques, les gens vont être suspicieux, puis vont avoir tendance à pas mettre en place les investissements. Fait en ce moment, pour le Québec, pour le Canada, on est comme dans une situation un peu d'attentisme. On dit, qu'est-ce qui va se passer? C'est sûr que une chose qui milite en faveur de continuer d'y aller avec les objectifs de réduction, c'est que notre principal partenaire commercial est devenu moins fiable. On se tourne vers d'autres partenaires. Beaucoup de ces partenaires-là sont en Europe. En Europe, ils sont en avance sur nous, sur la réduction des émissions, sur les normes, sur les exigences. Ils sont en train de mettre en place des tarifs à la frontière en fonction du contenu carbone de différents produits. Fait que si on veut substituer le commerce américain par du commerce européen, il faut continuer d'aller dans la voie de la décarbonisation. Ça veut dire que là, ce sur quoi on se concentre actuellement, c'est comment vendre nos produits aux Américains qui vont devoir payer des tarifs sur certains de nos produits. Mais en même temps, si on essaye d'aller vendre ces mêmes produits en Europe, ils vont dire, ben, s'ils sont trop intenses en carbone, si vous avez émis trop de gaz à effet de serre pour produire ces biens-là, vous payerez également des tarifs pour les vendre en Europe. Exactement, et ça va être le cas notamment pour l'aluminium. Donc, si l'aluminium a été produit dans un pays où il n'était pas sujet à une tarification carbone, ben là, les Européens mesurent le niveau d'émission par tonne d'aluminium, puis ils vont appliquer leur propre taxe qu'ils ont en Europe sur les émissions de gaz à effet de serre comme tarif à l'entrée de ces produits-là. Le gouvernement fédéral canadien précédent, à une certaine époque, considérait aller dans cette direction-là aussi. Là, on ne sait pas encore ce que le gouvernement actuel veut faire. Est-ce que c'est une stratégie tarifaire, comme les tarifs sont plus à la mode ces temps-ci, que le Canada pourrait évaluer, de la tarification carbone à la frontière plutôt que territorialement? Ça, c'est quelque chose vers lequel on pourrait se tourner aussi. Puis, étant donné que finalement, le prix de pas de notre taxe, mais de notre système de plafonnement et d'échange est relativement faible, on a intérêt à garder notre mécanisme à nous, le payer ici, plutôt que de payer des tarifs beaucoup plus élevés, j'imagine. Oui, et puis ça, c'est quelque chose qui a été sous-estimé, je pense, par plusieurs. C'est qu'un gros avantage du système québécois par rapport au système fédéral, c'est que le prix était flexible. Dans un système de taxation comme le fédéral avait, les prix sont définis à l'avance sur une très longue période. Le prix fédéral était établi jusqu'en 2030, à partir de 2019. Tandis qu'au Québec, c'est le marché qui décide du prix. Ce qu'on fixe, c'est le quota d'émissions qu'on veut faire, puis on laisse à travers un mécanisme d'enchère, à travers des instruments financiers sur des places boursières, on laisse le marché fixer un prix pour ces choses-là. Puis habituellement, ce qu'on observe, c'est que le prix dans ce temps-là varie dans la même direction que le cycle économique. C'est-à-dire quand l'économie ralentit, comme avec la pandémie, les prix diminuent. Quand l'économie s'améliore, les prix augmentent. Puis ça, c'est quelque chose qui est plus facile à rationaliser pour le consommateur parce qu'il se dit, ben là, quand ça va mal, je paye moins cher pour le carbone, c'est normal, c'est parce que l'économie va mal. Puis quand l'économie va bien, tout le monde a des belles opportunités d'emploi, il y a de la pénurie de main-d'œuvre, ben là, on paye plus cher. Tout le monde a plus les moyens de s'offrir. Fait que cet aspect-là, je pense, avait été peu considéré. Puis je pense qu'il contribue en partie au fait que la politique était plus acceptable au Québec parce que le prix n'est pas fixé à l'avance. Donc, quand on traverse des périodes difficiles, souvent le prix va diminuer. Ça le rend plus facile à supporter pour les ménages. Bien, c'est intéressant parce que stratégiquement, notre politique de type bâton, donc le système de plafonnement et d'échange de carbone, c'est stratégiquement intéressant pour le Québec de le garder parce que ça va nous permettre de maintenir l'accès à certains marchés, parce que les politiques et fédérales au Canada et américaines pourraient changer à l'avenir. Donc, c'est intéressant. En plus, la grogne n'est pas trop forte. C'est pas trop saillant, comme tu disais, comme mesure. Donc, on a intérêt stratégiquement à la laisser. Mais on avait toute une autre, disons, type de mesure qui était plus de type carotte, qui était, ben, oui, décarboner, mais aussi profiter des opportunités d'affaires parce qu'on sait, une nouvelle économie, on a besoin d'énergie renouvelable, on en a au Québec, on a besoin de batteries, on peut en produire au Québec, on veut des technologies propres, on a des centres de recherche, des entreprises ici. Donc,
il y avait toute cette question de dire, ben, on peut nous aussi profiter finalement de cette nouvelle économie verte. Les États-Unis, sous Joe Biden, avec le Inflation Reduction Act, avaient un peu stimulé cette mouvance-là en donnant beaucoup de subventions aux consommateurs américains, aux entreprises américaines pour qu'elles achètent ces technologies vertes, ces énergies renouvelables aux États-Unis, mais aussi en Amérique du Nord. On avait cet accès au marché américain. Aujourd'hui, les cartes sont un peu brouillées avec la nouvelle administration. Ces subventions sont beaucoup moins généreuses. L'accès au marché américain est beaucoup moins là. On a eu... donc, dans quelle mesure est-ce que le Québec peut encore profiter ou a intérêt à se positionner comme un joueur d'importance dans cette nouvelle économie? Je pense qu'il va falloir peut-être avoir un certain réalignement à ce niveau-là, parce qu'effectivement, les choses ont changé. Au début, on se voyait comme la batterie de l'Amérique du Nord. Le premier ministre provincial, M. Legault, aimait ça dire ça. Mais là, avec les restrictions aux États-Unis, le rôle va être un peu différent. Je pense qu'on ne peut pas espérer se spécialiser autant puis produire des aussi gros volumes. On ne pourra pas produire autant de batteries ou des autobus électriques ou des camions électriques comme on voulait faire pour les vendre aux États-Unis. Ça va prendre du temps avant que ça revienne, puis probablement que ça ne reviendra pas au niveau où on l'espérait. Mais en même temps, il va y avoir un peu plus de volonté de sécuriser certaines chaînes d'approvisionnement au niveau national. Donc, il y a peut-être une opportunité pour avoir quelque chose d'un peu plus diversifié, mais à l'échelle canadienne. C'est pour ça qu'on parle beaucoup de réduction des barrières tarifaires entre les provinces, parce que l'on veut favoriser le commerce entre les provinces. Puis, par exemple, pour le Québec, ça voudrait dire peut-être avoir des meilleures interconnexions au niveau du transport d'électricité. On est très interconnecté avec les États-Unis, mais on est un peu mal interconnecté avec l'Ontario. On peut moins vendre notre électricité à l'Ontario qu'à New York. Exactement. Donc, puis ça pourrait être la même chose au niveau de certains minéraux critiques. Donc, on sait qu'il y a des dépôts de lithium, des dépôts de différents minéraux au Québec. Bon, le secteur minier est très volatile, mais il va avoir un intérêt d'avoir une certaine production domestique pour pas qu'on dépende seulement de la Chine, pour avoir de la production canadienne. Là où je vois plus d'opportunités, c'est vraiment au niveau du coût de certains intrants, en particulier peut-être pour les projets d'électrification d'Hydro-Québec. Hydro-Québec doit augmenter beaucoup sa capacité de production. Elle doit doubler sa capacité. Exactement. Et il y avait il y a certaines des pièces que Hydro-Québec devait acheter pour les éoliennes, pour le solaire, qui étaient fabriquées, surtout dans le cas des éoliennes, par vraiment peu de fournisseurs à travers le monde. Puis les carnets de commandes étaient bien remplis, les délais étaient très longs et les prix étaient très élevés. Donc là, on peut espérer que les délais se raccourcissent. Peut-être qu'il y a une pression à la baisse sur les prix parce qu'il va y avoir moins de demandes du côté des États-Unis, surtout peut-être à partir de 2027. Parce que là, dans les changements que l'administration Trump a apportés à l'Inflation Reduction Act avec sa loi budgétaire du 4 juillet dernier, les projets éoliens, par exemple, peuvent encore aller de l'avant, mais il faut que la construction commence d'ici 1 an ou les projets se terminent d'ici la fin 2027. D'ici la fin 2027. Donc, rendu en 2028, il va y avoir beaucoup de choses qui vont être terminées, il va y avoir beaucoup de projets qui auront été annulés et Hydro-Québec probablement va pouvoir négocier de meilleurs prix avec certains fournisseurs puis raccourcir certains délais. Fait qu'il y a peut-être des choses où on va pouvoir aller un petit peu plus loin au niveau de l'expansion de la capacité qu'on pensait parce qu'il va y avoir un peu moins de concurrence du côté américain. Donc, peut-être des opportunités à aller chercher. Ou peut-être que le plan de Hydro est plus réalisable que ce qu'on pense. Et peut-être pour conclure, on l'a dit tout à l'heure, on n'est pas actuellement en voie au Québec d'atteindre nos objectifs de réduction de gaz à effet de serre. Et on n'est pas les seuls. En fait, les juridictions qui sont en voie d'atteindre leur cible font plutôt figure d'exception. Mais je me demande, on nous a souvent dit ou on a souvent cru que si on n'arrivait pas à atteindre ces cibles-là, c'était l'apocalypse, c'était catastrophique pour l'environnement. Ça l'est probablement, mais comment est-ce qu'on doit comprendre cette information? Est-ce qu'on doit laisser tomber les cibles? On doit se donner d'autres
façon de lutter contre les changements climatiques? Est-ce qu'on doit se satisfaire d'améliorations marginales ou est-ce que il faut carrément peut-être changer de vision et euh, penser moins à la lutte au changement climatique et beaucoup plus à l'adaptation? Ben, je pense que les cibles ont quand même une utilité, même si on les atteint pas tout le temps, parce qu'évidemment, sont définies ponctuellement. Fait qu'il peut se passer des choses particulières une année donnée, comme la cible de 2020. Évidemment, il y a eu la pandémie. Fait qu'en fait, en 2020, on a dépassé la cible. Mais on a dépassé la cible principalement dû aux mesures qui ont été prises pour le confinement. Alors, donc, ce qui est important de voir, c'est la trajectoire. Les cibles, c'est comme des jalons sur une trajectoire. Puis, si on manque la cible à un certain point, ben, il faut resserrer un peu la trajectoire pour le futur. Donc, c'est pas la fin du monde si la cible est manquée. Si la trajectoire nous éloigne de la cible, là, c'est là que c'est plus grave. Si on se dirige vers la cible mais on la rate, ben, on peut essayer de surpasser la cible suivante. C'est pour ça que c'est important que le gouvernement se donne plus qu'une cible, mais se donne des cibles successives. Mais ça, tu mentionnais l'adaptation, il faut jamais la mettre de côté. Parce que les changements climatiques, c'est comme un gros paquebot. Même si on arrête tous les moteurs, il y a un momentum qui continue à aller de l'avant. Fait que même si tout le monde atteint toutes ses cibles, il continue à avoir un certain niveau de changement climatique. Pas aussi grave que ça serait si on rate toutes les cibles, mais il va continuer à avoir. Donc, il faut faire absolument de l'adaptation. Puis c'est là où le côté croissance économique est aussi important parce que la croissance nous donne des moyens de faire une adaptation. Et l'adaptation va avoir des coûts, puis il faut avoir les moyens de financer cette adaptation-là. Charles, merci beaucoup d'être venu. Ça m'a fait plaisir.